Thierry Bamas, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre atelier culinaire de meilleurduchef.com. Merci. Que vas-tu nous proposer aujourd'hui? Alors une tartelette florentine. Donc une tartelette florentine, une pâte sablée noisette, tout ce qu'il y a de plus simple, mais en même temps une recette très intéressante qui va permettre à la ménagère, aux professionnels, de pouvoir la travailler assez simplement. Et puis derrière, un caramel au miel et chocolat au lait avec des fruits secs. D'accord. Donc nous allons commencer par la pâte. Voilà, donc on va commencer par la pâte. Donc nous avons du beurre, un peu de sel, de la poudre de noisette. Alors la poudre de noisette, là nous l'avons telle quelle, mais on aurait pu la torréfier de manière à renforcer un petit peu la saveur de notre pâte. Du sucre glace, des jaunes d'œufs, de la farine et de la levure chimique. Donc j'explique torréfier pour les personnes qui ne connaîtraient pas le terme. On aurait mis la poudre de noisette sur une plaque et au four à la faire brunir un petit peu. Voilà. Ça aurait renforcé sa saveur. Tout à fait. Voilà. On la laisse refroidir et puis on obtient donc une poudre de noisette un peu plus brune. Tout à fait. Donc on va commencer notre pâte par le beurre. Donc le beurre a été mis à température ambiante. D'accord ? Tout à fait. Donc on va prendre une petite spatule. Voilà. Ceci. Ensuite on va incorporer le sel. Voilà. La poudre de noisette. Et le sucre glace. Voilà. On va mélanger de manière intime, c'est-à-dire que nous n'allons pas trop mélanger, de manière à ne pas faire foisonner, c'est-à-dire émulsionner notre mélange. Ce qui aurait pour résultat de fragiliser notre pâte, notamment au moment du travail. Voilà. Donc dès que notre beurre, notre poudre de noisette et notre sucre glace est mélangé, on arrête et on incorpore donc les jaunes d'œufs. D'où l'importance d'avoir un beurre à température ambiante afin de ne pas avoir des petits grumeaux de beurre qui nous obligeraient en fait à surtravailler notre pâte et forcément à l'émulsionner. Voilà. Donc là on va un petit peu enlever l'excédent de pâte autour afin que tout se mélange correctement. Voilà, donc on peut voir qu'on a encore des petits morceaux de beurre ici, donc on va redonner un petit coup avant d'incorporer nos jaunes d'œufs. Voilà, donc là nos jaunes d'œufs ont été préalablement clarifié. Ceci. Et là, encore une fois de plus, on va simplement mélanger sans trop travailler. Donc ça se fait à vitesse 1, voilà. Le minimum. Alors la farine aura été préalablement tamisée avec la levure chimique pour permettre une répartition correcte de la levure et de la farine à l'intérieur de notre mélange. On va déboîter la cuve juste le temps de tamiser le produit. Voilà. Donc on utilise ce tamis en inox qui est un tamis manuel avec une poignée et qui se manipule d'une seule main. Tu peux Allez. me le verser s'il te plaît. Ici. Voilà. Voilà. Un petit geste des doigts. Une fois que cette farine sera mise dans le bol du mélangeur, on va pouvoir finir notre pâte et ensuite donc la réserver au frais. Donc là, la farine est dans notre bol de mélangeur. On va terminer notre mélange. Toujours pareil, à vitesse
lente. Pour Voilà, éviter doucement, voilà. les éclaboussures. Tout à fait. Et ensuite, donc, on va réserver notre pâte filmée préalablement au On froid. va la stopper dès que tous les éléments sont mélangés. Faut pas la... Alors, on n'est pas obligé de faire de la pâte à chaque fois qu'on en a besoin. Il serait très intéressant d'en faire une quantité, la réserver par petits paquets au congélateur et lors de l'utilisation, sortir sa pâte, faire sa tarte, ce qui nous permet d'avoir une facilité d'organisation qui nous permet de répondre facilement à la demande. Il est vrai que si on doit à chaque fois la faire, c'est un peu plus, disons, plus compliqué puisque bien entendu, il faut répéter à chaque fois les mêmes préparations. Donc voilà, pensez à en préparer une quantité et à la stocker. Alors comme c'est une pâte sablée, c'est une pâte qui est riche en beurre et qui a besoin un petit peu de repos. Donc toujours conseillé de préparer cette pâte la veille pour le lendemain afin qu'elle soit bien froide. Alors le fait de la mettre au frais, ça lui amène quoi comme... Mais disons que ça va nous permettre d'avoir une pâte qui va se raffermir, qui nous donnera une facilité de travail et qui pourra s'étaler de manière beaucoup plus facile. Là, on aurait une pâte un peu molle, donc qui forcément nous poserait problème au niveau de son fonçage. Enfin, fonçage, je veux dire application de la pâte à l'intérieur du cercle. Voilà. Donc là, on va terminer notre mélange. Voilà. Comme ceci. Donc on peut voir que c'est une pâte quand même assez souple. Alors cette pâte est très intéressante aussi car elle peut être utilisée pour d'autres préparations telles que des sablés. Si on avait envie de faire quelques petits sablés pour accompagner le café, le thé, c'est une pâte qui va très bien pour ceci. Et elle peut aussi servir de fond pour des gâteaux divers. Si on avait envie de réaliser un gâteau au chocolat, on aurait pu terminer le fond de notre gâteau avec une pâte sablée préalablement cuite qui viendrait en fait clôturer le montage de notre gâteau et servirait de fond croustillant. Ça irait aussi très très bien. Voilà, donc là on va filmer cette pâte et la réserver. Donc l'idéal étant de la faire la veille. La veille pour le lendemain. Pas toute la nuit au frigo. Voilà. Très bien. Thierry, notre pâte... oui, alors voilà. refroidie. Oui, tout à fait. Notre pâte a bien refroidi. Donc on va pouvoir maintenant l'étaler afin de pouvoir faire ce que l'on appelle en termes professionnels un fonçage, c'est-à-dire introduire notre pâte à l'intérieur de notre cercle de façon régulière afin d'obtenir un fond de tarte régulier. Donc au préalable, on va les graisser, comme ceci. Alors ici nous avons un agent de démoulage, de graissage et de démoulage qui permet bien sûr de graisser les moules et d'avoir un démoulage très facile. Voilà. Donc on va le cuire sur une feuille de cuisson Exopate, voilà. qui est une toile silicone avec de la fibre de verre à l'intérieur, donc renforcée, et qui permettra également d'avoir une cuisson qui ne collera pas à la plaque. Donc on va étaler, alors étant donné que c'est une pâte qui contient un petit peu de levure chimique, il est important de ne pas avoir une épaisseur trop importante. Ça aurait pour problème d'avoir une pâte qui va gonfler énormément et qui vous laissera ensuite peu d'espace pour garnir votre fond de tarte. Donc surtout, n'hésitez pas à baisser votre pâte assez fin. Alors généralement c'est 2 mm et demi, 3 mm maximum. Voilà. Alors, comme ceci. Alors on farine bien entendu parce que c'est une pâte, comme on a pu le voir au départ, assez souple. Mais ne jamais non plus avoir un farinage excessif parce qu'on sait que le fait de trop fariner modifie la texture de notre pâte.
aurait tendance à l'assécher, donc forcément à avoir une rétractation lors de la cuisson et donc d'avoir un fond qui se déformerait. Voilà, notre pâte est étalée avec un emporte-pièce. Alors là, j'ai pris le plus grand diamètre puisque nous sommes sur des cercles de diamètre 7,5 parce qu'on a décidé de faire des tartes individuelles, mais on aurait très bien pu faire une tarte pour 6 ou 8 personnes. Tout à fait. Voilà. Donc ici, ce sont des emporte-pièces en exoglace qui ont un tranchant parfait pour ce genre de préparation. Ils sont résistants jusqu'à 160 degrés et ils existent dans différentes formes, rond, carré, uni, cannelé. Il y en a tout un choix. Voilà. Donc là, j'ai détaillé ma pâte. Je vais prendre mon cercle donc préalablement graissé et je vais l'appliquer à l'intérieur. Alors là, bien entendu, c'est toujours un petit peu technique, c'est-à-dire laisser descendre progressivement la pâte à l'intérieur du cercle tout en opérant une rotation. Et lorsque vous avez mis votre pâte au niveau du cercle, avec votre pouce, vous allez venir l'appliquer délicatement dans l'angle. En sachant que si ce n'est pas parfaitement foncé, c'est-à-dire si vous n'avez pas la pâte qui est parfaitement mise dans les angles de votre cercle, ce n'est pas très grave parce que c'est justement l'avantage de cette pâte, c'est qu'à la cuisson, elle va épouser parfaitement la forme de votre cercle et donc donner un fond de tarte très régulier. Ça vient du fait qu'elle est de levure. Tout à fait. Voilà. Donc là, je peux vous dire que déjà vous aurez un résultat digne d'un grand professionnel. Voilà, donc là, avec mon petit couteau, je viens enlever l'excédent de pâte autour de mon cercle. Je vais dégager légèrement la pâte qui aurait tendance à coller entre le cercle, un petit peu, voilà, comme ceci, afin que ça ne colle pas. Et à partir de ce moment-là, ma pâte est foncée et je vais la cuire. Donc cuisson à 150 degrés. Oui, alors c'est une cuisson lente. Pourquoi lente? Parce qu'on a besoin de cuire votre pâte sablée à cœur. On a toujours tendance à cuire les pâtes sablées trop rapidement. Alors effectivement, elles sont colorées, mais elles ne sont pas cuites. Là, comme j'ai pu vous le dire, c'est un fond qui est cuit à part, dans lequel on va ensuite incorporer une garniture. Il est donc très important d'avoir un fond bien cuit, une coloration uniforme, de manière à ce qu'on ait quelque chose de croustillant. Voilà, donc là on est prêt. Et enfourner, donc 150 degrés. Il faut compter au moins 20 à 25 minutes facilement, de manière à avoir une cuisson homogène et régulière. Parce que la température Et basse. est assez basse. Voilà, donc Très vous bien. avez vu, on n'a pas piqué, on n'a rien mis à l'intérieur D'accord. et la pâte ne va pas glisser. Oui, alors là maintenant on va faire ce qu'on appelle notre caramel florentin. Alors le mot florentin vient un petit peu de cette spécialité de petits fours qu'on appelle les florentins, qui généralement sont un petit peu enrobés de chocolat. Là, on va être sur une cuisson moins soutenue, ce qui me permettra d'avoir quelque chose d'assez moelleux, mais ayant les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une composition de sucre, de miel, de crème et de fruits secs. Voilà, donc on va commencer par cuire notre sucre. Alors ce caramel sera bien entendu composé de sucre, de miel, de crème et à la fin donc de chocolat au lait. Donc on va démarrer notre cuisson. Alors ça s'appelle une cuisson à sec tout simplement parce qu'on ne va pas mettre d'eau. Et forcément, qui dit cuisson à sec demande une certaine vigilance pour avoir une certaine régularité au niveau de la coloration. À savoir qu'un caramel a besoin d'avoir une coloration un peu soutenue, mais trop soutenue amènerait beaucoup d'amertume. Et nous, ce que l'on recherche, effectivement, c'est un goût caramel, un caramel crème, caramel lait, donc quelque chose de doux, mais en même temps avec un parfum caramel soutenu. D'accord. Donc on va verser un tout petit peu de sucre au départ pour amorcer la fonte de notre caramel. Voilà. Et avec donc une maryse prévue à la cuisson, on va fondre notre sucre. Pendant ce temps, je vais mettre ma crème à chauffer, car lorsque mon caramel sera prêt, je vais ensuite, bien entendu, décuire avec ma crème. Donc le miel sera mis aussi en cours de cuisson avec notre caramel, bien entendu.
Et lorsque ce caramel sera décuit, on va le recuire à 109 degrés et on incorporera à l'intérieur notre couverture de chocolat au lait. Donc, le caramel, Oui, toujours en train de se faire. complètement. On peut voir que là, voilà, notre caramel est en train de se faire. Donc, on a incorporé déjà une grosse partie du sucre. On incorpore la dernière partie. Voilà, je reviens sur le terme, enfin, sur la cuisson du sucre. C'est par étapes en fait. On met pas tout le, quand on fait un caramel à sec, c'est pas tout le caramel dans la casserole et on met à chauffer. C'est par palier. On divise le sucre en 4 ou 5 parts. Et quand le caramel, la première partie est caramélisée, on en rajoute, on fait caraméliser, on en rajoute, et ainsi de suite. Voilà. Alors c'est vrai que la particularité de faire un caramel à sec, c'est que nous ne sommes pas là avec à devoir mettre une cuisson, un thermomètre et on pourrait faire autre chose. Là, il faut être dessus. Mais par contre, la cuisson, disons la caramélisation est beaucoup plus régulière. Les saveurs sont plus prononcées. Voilà, donc c'est vrai que ça demande un peu d'attention, mais de notre côté, on aura un goût beaucoup plus régulier en termes de caramel. Donc là, on va incorporer le miel qui a été préalablement donc, passé au micro-ondes. On peut voir que ça l'a complètement liquéfié. Voilà. Et donc, ça nous facilite bien entendu sa mise en œuvre. Voilà, on remue et on va remettre sur le... Une ébullition qui se forme. Voilà. Donc on voit, on a une belle couleur, on a une odeur très présente de miel. Oui. Donc c'est très agréable. Et là, on va pouvoir procéder à ce qu'on appelle la décuisson. Voilà, donc notre crème, elle, a chauffé et on va venir l'incorporer maintenant. On va voir qu'il va y avoir un dégagement de vapeur, hein, ce qui est tout à fait normal. Donc faites attention surtout lors de ces opérations-là. Voilà, aux brûlures, hein, bien entendu. Voilà. Et surtout, sortez du feu, parce que si vous restez sur le feu, qu'est-ce qui va se passer? La chaleur va continuer à se propager, donc vous aurez une ébullition plus grosse et vous risquerez de faire déborder votre mélange. Voilà, donc là, on y va délicatement. Voilà. Une fois que la moitié de la crème est incorporée, le reste est plus facile ensuite à mettre. Voilà. Donc là, notre mélange a été décuit et on va procéder à ce qu'on appelle une recuisson. Et là, on va utiliser notre thermomètre, on va le programmer. Donc ça, je vous laisse faire. Voilà, donc là, on est déjà à 104 degrés et nous devons amener ce caramel à 109 degrés. Alors pourquoi 109 degrés? C'est la texture qu'il va falloir obtenir pour avoir un caramel qui soit ni trop dur ni trop mou, mais qui nous offre une texture correcte afin d'être dégusté avec notre fond de tarte. Voilà. Thierry, les tartelettes sont toujours dans le four, je pense qu'elles seront cuites. Je pense aussi. Alors, petite précision, on a retiré à mi-cuisson les cercles en inox. Oui, alors c'est important de retirer à mi-cuisson effectivement les cercles autour de nos fonds de tarte pour permettre à ce cuisson de se faire autour. Parce que le cercle, c'est vrai que crée une inertie, c'est-à-dire empêche la cuisson de bien progresser à l'intérieur de notre pâte. Donc on a enlevé les cercles et permis donc à la pâte d'avoir une belle cuisson dessous, dedans et sur les côtés. La couleur est uniforme. Voilà, donc là elles seront prêtes à garnir. Très bien. Donc revenons à notre caramel. Notre caramel est arrivé à température, donc 109 degrés. Nous allons maintenant le mettre dans notre saladier et incorporer la couverture chocolat au lait. Voilà. Comme ceci. Dans le chocolat au lait qui est ici, il s'agit du chocolat cacao barry origine Papouasie, qui a un pourcentage minimum de 35,8% de cacao, qui est vendu en pistole et qui est en petit conditionnement de 1 kg, comme ici. Voilà. Donc là, on a incorporé notre chocolat.
Donc on l'incorpore tel quel, hein. Il n'y a Tel pas de quel. fonte préalable, rien Non, du tout. non, le mélange étant chaud permet effectivement à la pistole de fondre de manière régulière. Voilà, donc on mélange. Une fois, vous voyez, donc ce qui a permis à notre caramel de se lisser. Et vous voyez qu'on a une couleur très agréable. On n'a pas un brun très soutenu, mais c'est ce qu'on voulait aussi, puisqu'on ne voulait pas avoir un caramel trop amer. Une belle couleur ambrée qui nous donnera un bon goût de caramel au miel. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons incorporer donc, les fruits secs. Alors, les fruits secs, nous avons les noisettes et les pistaches. Des cubes d'orange confite et des amandes effilées que nous avons mis au micro-ondes. Alors, petite astuce pour griller des amandes. Il y a la façon traditionnelle à la salamandre, au four. On peut également les faire griller au micro-ondes. Donc, vous les mettez dans un saladier, comme ça, et vous les mettez au micro-ondes 1 minute. Vous remuez au bout d'1 minute, vous remettez 1 minute, et ainsi de suite, en remuant régulièrement. Et on obtient de jolies amandes bien grillées. Pas de risque d'amandes noircies, comme on pourrait le faire dans un four ou dans une salamandre. Et ça donne vraiment un très très bon résultat. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire là avec des amandes, mais vous pouvez le faire aussi avec de la noix de coco ou des noisettes, ce qui permet effectivement de réaliser une torréfaction rapide de vos fruits secs. Donc nous allons incorporer déjà les oranges. Donc orange confite coupée en petits cubes. Voilà. L'intérieur donc caramel. Nos amandes effilées. Ceci. Donc vous voyez que c'est quand même un mélange qui est riche en fruits secs. Hein. C'est le but. Ça va mener le liant, mais en même temps le craquant. Ensuite, nos pistaches. Pistaches caramélisées. Voilà. Comme ceci. Et les noisettes que nous allons préalablement écraser à l'intérieur d'une poche pour ne pas avoir de trop gros morceaux. Ne pas oublier que ce que nous faisons, c'est quand même un dessert qui est amené à être consommé. Donc il est important que ce que l'on incorpore à l'intérieur ne nuise pas à la dégustation. Il est vrai que les noisettes étant un peu grosses, le fait de les concasser un petit peu vont nous permettre de mieux les apprécier lors de la dégustation de notre tarte. Et nous avons déjà suffisamment de gros morceaux Voilà. dans la préparation de base. Donc là, mes noisettes ont été écrasées et je les incorpore dans mon saladier. Voilà. Donc je vais terminer le mélange et garnir mes fonds de tarte avec. Donc là, je prends mes fonds de tarte et je garnis généreusement avec ce caramel. Voilà, comme ceci. Alors le fait que justement on ait un caramel qui brille et qui soit bien lié, c'est dû à la couverture de chocolat que nous avons utilisée. Voilà, Et en refroidissant, ça va garder cette brillance. tout à fait. Voilà. Donc là, nos tartes sont prêtes. Il ne nous reste plus qu'à élaborer notre petit décor. On les laisse refroidir à température Voilà. ambiante ou au frigo? On va les mettre au frigo. Au frigo, d'accord. Et ensuite, on va positionner dessus notre petit décor. Thierry, on approche de la fin. Oui, voilà. Il reste un petit décor à peaufiner pour Oui, une tartelette. complètement. Donc on va faire un petit décor. On va rester dans les fruits secs. Donc on va utiliser nos noisettes. On l'a utilisé tout à l'heure. Caramélisé, oui. Caramélisées. Alors quand on a préparé de manière à recevoir un sucre cuit, donc on les a piqués de ce pic. Et donc là on va réaliser notre sucre cuit. D'accord. Voilà. Donc alors sucre cuit composé d'eau ici. Voilà. Donc 80 g d'eau, De sucre. 250 g de sucre, sucre en poudre classique. Voilà. Alors, je précise, toujours mettre l'eau en premier, le sucre après, pour éviter justement que le sucre ne soit au contact de la casserole
et ne fondent pas et donc créent une caramélisation prématurée lors de la cuisson. Et là, le fait de mettre le sucre après, il est directement humecté par l'eau et donc fond et permet une cuisson régulière et uniforme de notre sucre cuit. Donc là ensuite du Du glucose cristal, voilà, 50 grammes. 50 grammes. Donc je rappelle que le glucose a pour but d'être un anticristallisant, donc il va éviter à notre sucre de masser, c'est-à-dire de faire des petits grains de sucre lors de la manipulation de notre caramel. Donc là, on va cuire à 155 degrés. Une fois notre cuisson atteinte, on va laisser reposer ce caramel de manière à ce qu'il puisse épaissir et avoir la texture idéale pour enrober nos noisettes et faire donc ce petit filament de sucre là qui va donner de la finesse à notre dessert. D'accord. Donc Thierry, notre caramel est terminé. Oui. Je précise une chose, la cuisson doit se faire au thermomètre parce que c'est une cuisson vraiment très précise à 155 degrés. Voilà. Et ensuite, on va laisser reposer notre sucre de manière à ce qu'il ait une épaisseur qui nous permette d'enrober nos noisettes et de étirer facilement le sucre pour qu'on puisse avoir un décor élégant. On peut le montrer à la spatule. Bien sûr. Donc on voilà, voit la texture. On n'a qu'à voir. Hein, donc, oui. Comment se rendre compte, il est quand même assez épais, onctueux. Voilà. Donc nos noisettes, eux, étaient préparées préalablement donc, sur nos pics. Et on va enfoncer ces noisettes dans le sucre. Et étirer notre sucre au-dessus de la casserole. Jusqu'à temps que l'on ait un refroidissement à ce niveau-là. À partir de ce moment-là, on coupera avec le ciseau la pointe. Et on disposera nos noisettes sur notre feuille de cuisson. Voilà, pour qu'elles refroidissent. Voilà. Donc là j'ai la longueur voulue et je vais venir positionner mon décor sur mon scie de pâte. Comme je disais à un ami très proche, grand chocolatier, en pâtisserie on est des orfèvres. Donc c'est pour ça que bien souvent on finit au dessert par des feuilles d'or. Voilà. Donc vous voyez, je positionne mon décor comme ceci sur ma tarte. On voit bien que ça a de suite son effet. Hein. C'est quelque chose d'assez... Ça apporte du volume de suite. Voilà. Ça finit parfaitement son dessert. Hein. Pour un dessert à l'assiette, c'est parfait. Voilà. Comme ceci. Je vais vous laisser enlever les autres. Pour l'instant, je vais mettre ma feuille d'or. On met 2 par tartelette. Voilà, 2 par tartelette. Alors attention, on est des orfèvres, mais bon, ça coûte cher quand même, donc mettez-en avec délicatesse. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à présenter ces petites tartes sur un petit plateau et puis à les servir. Donc comme je dis, soit à l'assiette, soit à l'heure du thé. Les deux sont tout à fait possibles. Je pense que c'est gustativement très intéressant, Oui, tout à fait. et facile à réaliser. Voilà. Merci beaucoup, merci Thierry, pour ce dessert, pour ce goûter, parce qu'on peut le servir en goûter. Oui. Et j'espère vous revoir très vite dans l'atelier culinaire de meilleurduchef.com. Merci à vous, merci à meilleurduchef.com. Merci, au revoir.